s'il vivait aujourd'hui, on peut se demander si Tocqueville parviendrait à débrouiller, à démêler l'incroyable écheveau qui est en train de devenir la démocratie américaine. On peut en douter. Et on peut se demander aussi s'il éprouverait la même empathie que dans son fameux ouvrage pour une démocratie qui est quand même en ce moment minée par le doute et par l'incertitude. Elle est minée par le doute et l'incertitude, mais phénomène assez étrange, c'est son propre président, Donald Trump, qui est le premier, depuis 4 ans, à apporter des coups de boutoir contre des institutions et des traditions qui ont quand même réussi, depuis plus de 2 siècles, à maintenir le navire US à flot à travers, si je fais un rapide déroulé, une guerre civile tout de même, 2 guerres mondiales, 3 procédures d'impeachment, 4 présidents assassinés, et malgré tout, les États-Unis sont toujours là avec une constitution qui a quand même 233 ans, et une constitution de 233 ans, ça vous pose quand même une démocratie. Alors pour débrouiller justement un petit peu ces questions, on va parler avec 2 personnes qui sont plongées à la fois pour l'un dans l'histoire, pour l'autre dans une actualité, et pendant longtemps dans une actualité journalistique. Ludovic Tournès, vous êtes universitaire, vous êtes historien, poète et musicologue, vous enseignez à l'Université de Genève et vous êtes l'auteur de Américanisation, une histoire mondiale, 18e, 21e siècle. C'est une étude approfondie de la façon dont les États-Unis ont essayé de façonner le monde à leur image, mais aussi, l'américanisation dans un autre sens, la façon dont ils ont façonné les immigrants arrivant sur leur sol pour en faire de bons Américains. Jean-Luc Hess, bonjour. Vous avez été le correspondant de France Inter à Washington dans les années 80, puis président de France Inter, puis de Radio France. Vous avez écrit plusieurs livres sur l'Amérique. Et dans votre dernier ouvrage, L'Amérique, la facture, sous-titré « Le monde peut-il encore faire confiance à l'Amérique ?», vous analysez finalement la politique chaotique menée par la Maison-Blanche depuis 4 ans et l'impact sidérant qu'elle a eu et encore sur les relations internationales, sur les États-Unis eux-mêmes, sur l'économie mondiale. Alors peut-être commençons, si vous voulez bien, tous les deux par un premier regard sur le vif tout de même. Ce matin encore, je regardais les actualités dans le New York Times. Ça va pas mieux, j'allais dire, pour la démocratie américaine. Ludovic Tournès, quel regard à vif, si je peux dire, pas toujours facile à demander à un historien, parce que forcément il a peut-être envie de plonger immédiatement dans l'histoire, mais quel regard à vif portez-vous sur la démocratie américaine? Considérez-vous qu'elle est malade? Oui, bonjour. Alors, c'est une très vaste question. Je pense qu'on aura le temps de voir différents aspects là aujourd'hui. Moi, en tant qu'historien, la première chose qui me frappe, c'est le hiatus, pour ne pas dire le fossé, entre la façon dont les États-Unis se sont conçus eux-mêmes dès le XVIIIe siècle, au moment où les États-Unis ont été indépendants et où ils ont écrit leur constitution, qui était censée, à leurs yeux bien entendu, réaliser une synthèse politique parfaite et instaurer le pays le plus démocratique du monde. Ça, c'était comme ça qu'ils se percevaient à la fin du XVIIIe siècle. Et aujourd'hui, les dysfonctionnements énormes que connaît la démocratie américaine, à tel point que, alors on ne sait pas ce qui va se passer le 3 novembre, ce dont on est à peu près sûr, c'est qu'il va y avoir des blocages et peut-être une crise institutionnelle très très grave, quel que soit le gagnant. Ça, c'est effectivement, je pense, un aspect important, parce que bon, quand on regarde les sondages actuels, Trump est à la traîne et a priori, il y a quand même peu de chances qu'il rattrape le retard. Mais finalement, c'est peut-être pas ça le problème principal, c'est ce qui va se passer au lendemain de l'élection. Est-ce que s'il est battu, il acceptera sa défaite, et est-ce que les différents problèmes technico-politiques qui vont être issus de l'élection ne vont pas engendrer une très grave crise institutionnelle et politique? Alors on va s'immerger peu à peu, évidemment, dans chacun de vos 2 ouvrages. Jean-Luc Hess, la facture, c'est celle qu'on va tous payer, je veux dire, pas seulement les Américains, et c'est ce qui me fascine quand on parle de l'Amérique, c'est-à-dire que vous soyez né à Tokyo, à Istanbul ou à Paris, ce qui se passe aux États-Unis aura évidemment un impact sur nous, que ce soit demain, après-demain, dans 5 ans, dans 10 ans, dans tous les domaines, que ce soit le domaine économique, mais surtout le domaine qui nous intéresse si on aime les États-Unis. Je suis un fou d'Amérique, pardonnez-moi, depuis que je suis petit garçon, pour des raisons qui sont liées à mon
mon lieu de naissance. Je suis né juste à côté d'une grande base de l'US Air Force en Normandie. Et donc, tout petit, mes copains, c'est des petits Américains. Et j'ai eu une fascination pour cette façon de vivre très généreuse, très tolérante. Et c'est exactement le contraire auquel j'assiste en ce moment. Mais bon, si on s'en tient, et je ne suis pas historien, ce qui me permet d'exprimer des sentiments très anti-Trump, j'espère que vous me pardonnerez. Mais pour moi, l'Amérique, c'est une idée. Et c'est avant tout une idée démocratique. C'est une idée culturelle, économique, tout ce qu'on veut. Mais c'est vraiment l'idée démocratique. C'est vrai que les pères fondateurs avaient inventé la Constitution qui permettait justement à un pays, une grande démocratie, de ne jamais avoir un président comme Donald Trump. C'était fait il y a 237 ans, je ne me souviens plus exactement, on avait fait cette constitution en pensant à Donald Trump, j'en suis sûr. C'est-à-dire qu'on ne veut pas un fou, on ne veut pas un incompétent, on ne veut pas un tyran, on ne veut pas un narcisse, parce que ces gens-là, les Washington, les Alexander Hamilton, ils s'étaient battus pour leur indépendance, et justement pour éviter la tyrannie, pour éviter les obligations de puissances étrangères, des Anglais en l'occurrence, mais pour éviter qu'on tombe justement dans une espèce de tyrannie sombre qu'ils avaient connue les uns et les autres, et c'est pour ça qu'ils s'étaient battus. Donc, tout ce que dit notre ami historien, et lui il a la légitimité pour le dire, c'est ça, c'est qu'est-ce qui va se passer dans ce pays qui est un modèle de démocratie. Il faut continuer à aimer les États-Unis, évidemment. Enfin, on a des relations tellement fortes, tellement amicales, tellement... On critique, on a bien raison de critiquer, il y a plein de choses à critiquer, mais ça fait un peu mal au cœur. L'Amérique, c'est une idée, et bien cette idée, il y a un adjuvant toxique qui est venu un peu la détruire et qui est venu entamer la confiance qu'on pouvait avoir, pas en toutes circonstances, mais tout de même, envers nos amis américains. On a eu du mal à trouver un supporter de Trump pour venir vous apporter un peu la contradiction. Mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que je me souviens, j'ai commis la grave erreur d'écrire une biographie de Hillary Clinton 15 jours avant l'élection de Trump, pour dire tout le bien que je pensais d'Hillary Clinton, un immense succès de librairie, vous vous en doutez. Et donc j'allais sur des plateaux de télé en France, hein, et je rencontrais des collègues, si on peut dire, des confrères, qui me disaient, bon enfin, qu'est-ce que c'est que cette idéologie gauchiste de ne pas aimer Trump? C'est un homme intelligent, imprévisible, c'est un merveilleux homme d'affaires, c'est un escroc, c'est un type qui a fait faillite 11 fois, et on ne peut pas dire qu'il soit vraiment... Enfin, il n'est pas connoté avec l'idée que je me fais de l'intelligence. Mais j'arrête là parce que je vous dis, je suis un peu excessif quand on parle de Trump, donc il y a sûrement des gens ici qui trouvent qu'il a des qualités, ce que je respecte. Mais je précise aussi que mes amis, enfin j'ai longtemps vécu aux États-Unis, mes meilleurs amis sont américains, et il y a autant de démocrates que de républicains. Donc je ne fais pas d'ostracisme à l'égard de ça. de toute façon, on va continuer cette navette entre l'histoire et aujourd'hui, puisque vous l'avez dit, l'Amérique est une idée. La question est peut-être de savoir si, à un moment donné, Trump ne représente pas une certaine idée aussi de l'Amérique, après tout. Mais justement, cette idée, revenons dessus, avec vous, Ludovic Tournès, les États-Unis, c'est une idée, et les pères fondateurs ont une certaine idée d'eux-mêmes, et on a un mot pour dire ça, justement, à la fois l'idée qu'ils veulent projeter, le projet qu'ils veulent développer chez eux et au-delà de leurs frontières, mais l'américanisation, ça n'est pas simplement l'américanisation du monde, c'est aussi l'américanisation des Américains. C'est-à-dire pendant toute la fin du 18e, tout le 19e et une bonne partie du 20e, ils vont au fond travailler cette idée, qu'est-ce qu'on fait avec les personnes qui débarquent dans notre pays pour les transformer en Américains. Et c'est tout le projet de votre livre d'insister sur cette dimension-là, parce qu'évidemment, on a tendance, nous, à penser américanisation comme qu'est-ce que les Américains font de nous, de l'Asie, de l'Europe et du reste du monde. Est-ce que vous voulez... Oui, tout à fait. Je crois que quand on parle d'américanisation, en fait, on a tendance à oublier que ça a deux sens, en fait. Le premier, ça veut dire américanisation des gens qui viennent aux États-Unis, c'est-à-dire l'assimilation, leur transformation en Américains. Et puis ça veut dire deuxièmement la transformation du monde en États-Unis, pour faire vraiment très court. Et c'est vrai que habituellement, disons, les gens qui travaillent sur l'américanisation ne prennent en compte que le deuxième sens et pas le premier. Or, les deux sont fondamentaux à prendre ensemble parce que c'est un seul et même phénomène, qu'ils fonctionnent sur la même logique, en même temps, et depuis le XVIIIe siècle, XIXe siècle, et encore aujourd'hui, l'américanisation des immigrants est toujours un enjeu fondamental dans un pays qui s'est construit largement par l'immigration, et ce qui est à la fois une de ses forces et une de ses faiblesses. Parce que moi je trouve qu'il y a quelque chose qu'on oublie trop souvent,
étant donné la puissance qui est devenue celle des États-Unis, c'est à quel point c'est un pays à l'identité fragile, qui est en permanence obligé de se réassurer. Et une bonne partie du processus d'américanisation est due à ça, c'est-à-dire créer une nation et puis, comment dirais-je, projeter ce projet national à l'échelle de la planète. Et pour moi, l'américanisation, c'est vraiment la construction d'une nation qui ne conçoit pas de frontières entre elle-même et le reste du monde. Donc il y a ce va-et-vient permanent, et je pense qu'on ne peut pas considérer l'américanisation sans parler de l'américanisation des États-Unis en même temps que celle du reste du monde. Ça, je crois que c'est vraiment très important. Alors on va revenir évidemment dans le détail sur la façon dont ça s'est fait, mais je me tourne vers Jean Lucas parce qu'une grande partie de votre ouvrage décrit par le menu la façon dont les relations entre Donald Trump, entre les États-Unis et notamment l'Europe, mais pas simplement, l'Asie aussi, et d'autres continents, se sont dégradées ces dernières années. Est-ce qu'il y a une doctrine Trump des relations internationales? Donc d'une certaine manière, y a-t-il une américanisation du monde sous Donald Trump? Première question, ce qui est loin d'être sûr. Et deuxièmement, y a-t-il une doctrine Trump comme on a pu penser à une époque, on a pu parler de doctrine Truman par exemple? Alors pour moi, c'est un peu le fond du problème, parce que le thème de ces rendez-vous de l'histoire, c'est gouverner. Et gouverner, ça suppose un certain nombre de choses. On dit souvent gouverner, c'est prévoir, gouverner, c'est faire face aux crises. Là, on voit que, franchement, il y a des trous dans la raquette en ce qui concerne l'actuel président. Et puis, gouverner, c'est avoir une vision globale, et c'est résoudre des choses qui sont insolubles, et notamment dans le domaine géopolitique. Et c'est tout à fait sidérant de regarder ce qui se passe depuis 4 ans. Il n'y a pas de... À mon avis, il n'y a pas de doctrine, il n'y a pas de doctrine Trump, à part il n'y a que moi qui m'intéresse, et puis le reste du monde, on ne sait pas. Il faut toujours se méfier des vieux présidents d'ailleurs, parce que un homme qui a 74 ans peut ne pas se projeter dans 20 ans. C'est assez inquiétant quand on est la première puissance du monde, et qu'on a ce narcissisme, cet égotisme chevillé au corps. Donc il n'y a pas de doctrine. En plus, pour avoir une doctrine, il faut avoir de la culture, il faut avoir le sens de l'histoire, il faut comprendre ce qui se passe, il faut comprendre ses propres institutions. Et donc, il n'y a pas de projet à long terme dans l'actuelle administration. Je vais arrêter de dire du mal de Trump, parce que je deviens excessif. On a parlé du gouvernement, de la gouvernance américaine d'aujourd'hui. Il n'y a pas de vision à long terme, on voit que c'est complètement incohérent. Je pense à l'Europe. On est des fidèles alliés des États-Unis. De temps en temps, il y a un petit coup de canif dans le contrat quand De Gaulle décide de sortir de l'OTAN, enfin dans le commandement intégré de l'OTAN. Mais même Johnson était bien embêté quand ça s'est passé dans les années 60, mais il comprenait. Et en plus, il y avait une espèce de courtoisie, de respect des codes. Il n'y a plus, ça n'existe plus du tout. On voit arriver M. Pompeo, Mike Pompeo, qui est le secrétaire d'État. Il y a eu de très grands secrétaires d'État dans l'histoire des États-Unis, de très grands, qui ont réussi à isoler des problèmes et à faire avancer des choses qui étaient difficiles. Là, il vient faire un petit cours sur l'Europe ou l'OTAN, et puis on ne sait plus où on est. On ne peut pas gouverner, enfin, on ne peut pas assumer son statut de première puissance mondiale si on n'est pas clair avec ses alliés. Et je regarde le traitement que nous a réservé le président des États-Unis en ce qui concerne la France. Imaginez le général de Gaulle se faisant épousseter des pellicules sur son uniforme par un président comme Donald Trump, ce qui s'est passé un jour, une visite officielle à Washington. Je veux dire, on ne peut pas traiter avec Emmanuel Macron. Oui, avec Emmanuel Macron. On ne peut pas traiter ses alliés, même s'ils sont inférieurs en puissance, de cette façon. Le cas le plus sidérant pour moi, c'est l'Allemagne. Parce que s'il y a un pays qui est d'une absolue loyauté, pour différentes raisons d'ailleurs, à l'égard des États-Unis, c'est bien l'Allemagne. Ils ont vu arriver des soldats américains en 1945 dans des décombres énormes. Ils ont recréé, reconstruit vraiment un vrai pays, une vraie société démocratique, enfin jusqu'alors un peu sous le parapluie des États-Unis. Et ces deux pays se sont parfaitement compris, d'autant plus qu'il y a l'immigration allemande, on parlait de l'américanisation, mais l'immigration allemande aux États-Unis a été intense. On dit souvent
un Américain, c'est un Allemand qui parle anglais, mais c'est assez vrai, ça fait un certain temps. Rappelons que Donald Trump. Et lui-même, c'est extraordinaire. Son arrière-grand-père était né, je ne sais plus où, en Allemagne, en Westphalie, je crois. Et donc, c'est incroyable. Enfin, comment dire, on va quitter les stratosphères de la diplomatie, mais simplement les rapports humains entre chefs d'État, ça compte. Et Angela Merkel déteste et méprise absolument Trump. Et elle, ça lui coûte très très cher, toutes ces histoires, parce que toute l'industrie allemande, enfin 30% de l'industrie allemande, s'exporte aux États-Unis, donc c'est vital pour un pays comme l'Allemagne. Et je suis sidéré par le mauvais traitement qui est fait aux alliés des États-Unis, alliés fidèles, encore une fois. Quand on parle de l'OTAN, on entend tout et le contraire. On ne peut pas gouverner, on ne peut pas assumer ses responsabilités de grande puissance quand on se conduit comme ça. J'arrête là, mais on pourrait parler de la Chine, on pourrait parler de l'Iran, on pourrait parler de la Pologne, on pourrait parler d'un tas de pays. Il n'y a avec la Russie que c'est flou. C'est quand même bizarre, je trouve ça bizarre. Enfin. Oui, la question sera peut-être de se demander si finalement la question de ce que projettent les États-Unis dans le monde a à voir avec ce qu'ils pensent d'eux-mêmes. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une crise d'identité de l'homo americanus qui ferait que éventuellement il ne devient plus un modèle parce qu'il n'est peut-être plus un modèle pour lui-même. Oui, ou qu'il n'a peut-être plus envie, ou qu'il n'a peut-être plus conscience qu'il est un modèle. Puis il y a d'autres raisons internes. Ce pays va mal moralement. Ce pays a toujours eu ces problèmes dont on parle, les difficultés interraciales, les riches contre les pauvres, les immigrés qui ont des difficultés, etc. etc. Il y a un fort mouvement conservateur, pour ne pas dire rétrograde aux États-Unis, mais depuis très 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 longtemps, depuis toujours. Et puis il y a un mouvement plus progressiste depuis toujours aussi. Les partis font plus exactement le travail qu'ils étaient censés faire dans l'esprit de la Constitution, enfin des institutions. Et voilà, donc il y a des raisons qui sont internes aussi au pays. C'est un pays qui va pas très bien. Moi je dis souvent qu'il y a une espèce de guerre civile à bas bruit dans les têtes. Alors tant que ça en reste dans les têtes, il faut se souvenir qu'il y a 150 ans, 150 ans, on s'est entretués gentiment entre Américains. Et on n'a jamais oublié ça. Enfin, les stigmates à 50 km de Washington, vous avez encore des stigmates de la guerre civile. Il y avait, je crois, 30 ou 33 millions d'Américains. Il y a eu 600 000 morts, c'est-à-dire 10 fois plus qu'au Vietnam. C'est pas rien. Donc les gens ont été théoriquement vaccinés contre les excès. Mais quelqu'un a fait ressurgir le diable de la boîte, en tout cas a exacerbé cette espèce de brouet antidémocratique, enfin, qui fait que... On n'a jamais vu ça aux États-Unis. Enfin, moi, j'ai jamais vu ça. Ma fille est américaine, donc je vais assez régulièrement aux États-Unis. On ne peut plus parler politique à table. Ça dépend où on est, on prend des précautions. J'ai jamais vu ça. J'ai toujours trouvé qu'il y avait une grande tolérance, moi, dans la vie quotidienne, la vie sociale aux États-Unis. Tout le monde sait qui est qui, on ne cache rien. Donc tout le monde sait qui a voté qui, en gros. Maintenant, on évite et c'est pas un cliché, on évite soigneusement de discuter politique. Il y a une espèce de haine tout à fait irrationnelle qui s'est développée. Et j'en reviens à ce que vous disiez, le soir du 3 novembre et le matin du 4 novembre, on va sûrement pas être très rassurés. Oui, surtout quand on a fait des pronostics la dernière fois. Oui, je m'en souviens. Bon, alors avant que vous n'apportiez le dernier clou dans le cercueil des États-Unis, moi je vais tourner vers le berceau des États-Unis et rappeler avec vous, Ludovic Tournès, que ça avait quand même mieux commencé que ça, et notamment quelle était l'idéologie, la spiritualité et le sens pratique des pères fondateurs lorsqu'ils décident, tournons d'abord vers les Américains eux-mêmes, les migrants, d'américaniser les migrants. Sur quoi repose finalement, lorsque ces élites qui sont les gouvernants, les intellectuels, peut-être les entrepreneurs américains du XVIIIe siècle, sur quoi repose finalement le projet? Qu'est-ce qu'ils comptent faire de ce pays et des migrants qui arrivent? Alors, c'est très simple, et puis après, je me ferai un peu l'avocat du diable par rapport à Donald Trump. C'est très simple, en fait, le projet des puritains, quand ils se sont installés aux États-Unis, c'était, enfin, ce qui n'était pas encore les États-Unis, évidemment, c'était de créer le paradis sur Terre, tout simplement. On a des puritains qui fuient l'Angleterre, dans laquelle ils sont persécutés, et qui traversent l'Atlantique pour trouver
ce dont ils ont l'impression que c'est une nouvelle Jérusalem, une terre promise, dans laquelle ils veulent créer un pays à l'abri des corruptions de l'Europe. Et donc, ça c'est l'objectif lui-même, et évidemment, quand les immigrants arrivent, il s'agit bien de leur faire partager, ou de les aider, ou de les intégrer dans ce rêve américain. Avec toute la dimension à la fois religieuse, mais évidemment la dimension linguistique, c'est-à-dire en leur apprenant l'anglais, et puis la dimension économico-politique, et ça je pense que c'est une des spécificités des États-Unis. L'intégration des immigrants, bon, elle passe évidemment par l'apprentissage de la langue anglaise et puis de la religion protestante, bien entendu, mais elle passe aussi par l'apprentissage des principes de la démocratie américaine et peut-être surtout par l'intégration économique. C'est-à-dire qu'on s'intègre au rêve américain par la consommation, en fait. Et ça, c'est très important, je pense, parce que la société de consommation états-unienne, elle a évidemment une dimension matérielle, mais dans la religion protestante, le matériel et le spirituel sont intimement liés, et la réussite matérielle est liée à l'élection divine, et participer au rêve américain, s'intégrer à la démocratie américaine, c'est aussi s'intégrer au rêve d'une prospérité matérielle. Et donc ça fait partie des éléments qui sont absolument majeurs. Et après, la question c'est comment est-ce que ça se passe, et je pense que c'est ça aussi un des nœuds de la question de l'américanisation, c'est que finalement, pendant une bonne partie du XVIIIe et surtout XIXe siècle, les élites politiques pensent que c'est quelque chose qui va se faire assez naturellement. L'intégration au melting pot, ça va prendre plus ou moins de temps, mais ça va se faire. Et puis en fait, à partir du moment où à la fin du XIXe siècle, l'immigration devient vraiment massive, mais vraiment massive, je rappelle qu'entre 1900 et 1910, il y a 1 million d'immigrants par an aux États-Unis, ce qui est absolument considérable. Et donc des immigrants qui viennent d'un petit peu partout, pas du monde entier comme les États-Unis voudraient laisser faire croire, mais quand même de beaucoup d'endroits différents. Et donc l'intégration de toutes ces populations pose tout un tas de problèmes, ne se fait pas, puisque dès la fin du XIXe siècle, on voit bien dans les villes américaines se constituer des ghettos, entre guillemets, où les populations se regroupent par origine, par nationalité. Et donc l'idée, c'est bien de développer des campagnes volontaristes pour les intégrer. Et donc, c'est ça qui va être lancé sous le nom de campagne d'américanisation à partir de 1915, à coup de cours du soir pour les immigrants, à la fois des cours d'anglais, bien entendu, mais aussi des cours de démocratie américaine. Et donc, il y a toutes ces campagnes qui sont, avec une dimension d'ailleurs parfois autoritaire, et du coup avec un succès assez mitigé, mais qui sont vraiment importantes. Et d'ailleurs, c'est tellement important qu'elles ont été abandonnées dans les années 40-50, mais on est en train de les remettre en place depuis une bonne dizaine d'années, et il y a eu un rapport qui avait été soumis dans le département de la sécurité intérieure en 2008, qui s'intitulait « Vers un nouveau siècle américain et comment est-ce qu'on fait pour américaniser les migrants d'aujourd'hui ». Donc c'est bien une problématique qui est complètement d'actualité et qui pose beaucoup de problèmes, parce qu'évidemment elle a des succès extrêmement mitigés, et donc l'intégration, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental et qui est un problème qui se pose quasiment dans les mêmes termes aujourd'hui, en fait, qu'il y a un siècle et demi. Alors, ceci étant, je vais revenir un petit peu sur cette question de Donald Trump. Alors, non pas que j'apprécie Donald Trump, pas du tout, mais je voudrais réagir sur l'idée que Donald Trump est aberrant, Donald Trump est une exception, Donald Trump est une erreur historique. C'est pas le cas, parce que d'abord, et je pense qu'il y a une doctrine Trump, disons, il représente un courant important qui s'est développé beaucoup dans les années 20 et 30, qui est le courant America First, déjà, donc c'est vraiment un retour à ça, et toute une partie de l'Amérique, de la population américaine, qui se fiche éperdument du monde, hein, parce que c'est vrai que nous, on a en tête l'Amérique américanisatrice et mondialiste, etc., mais la majorité des Américains n'ont strictement rien à faire de ce qui se passe en dehors de leurs frontières, voire même en dehors de leur comté. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Donc il représente ce courant-là, et la doctrine Trump, je pense qu'on fait un peu l'erreur, on a fait un peu l'erreur en Europe de le considérer comme un imbécile ou comme un fou, comme un caractériel, ce qu'il est en partie, bien entendu, mais il a sa doctrine qui est effectivement de poursuivre un désengagement des États-Unis vis-à-vis du monde, et ce désengagement, il n'a pas commencé avec lui, il a commencé avec Clinton dans les années 90. Et moi, je trouve que quand on regarde les choses sur le long terme, il y a quelque chose, moi, qui me frappe, c'est que, en gros, entre la fin de la Première Guerre mondiale et la fin de la guerre froide, les États-Unis ont ce que j'appelle indexé leur destin national sur le destin du monde.
c'est-à-dire en considérant qu'il n'y avait pas de différence entre leurs intérêts et les intérêts du monde, et que depuis la fin de la guerre froide, on est entré dans une phase de désindexation. J'emploierai pas le terme de désengagement, parce que c'est pas de ça qu'il s'agit, parce que les États-Unis peuvent parfaitement s'engager. D'ailleurs, Trump l'a montré qu'il est parfaitement capable de déclencher une opération militaire à un moment donné ou à un autre, mais de désindexation au sens où, et là on parle de cette question du modèle, effectivement, vous n'entendez plus parler depuis Clinton, Obama et Trump. Alors Bush, c'est encore autre chose, mais pour moi, c'est quand même le même cycle. On n'entend plus parler de l'idée que les États-Unis vont diffuser la démocratie dans le monde. Ça, c'est complètement... et Trump, de ce point de vue-là, l'exprime de manière beaucoup plus brutale que ne le faisait Obama, mais au fond, c'est le même cycle. Donc, il poursuit quand même un cycle de désindexation qui pousse beaucoup plus loin encore. Alors, est-ce que c'est définitif? Ça, j'en sais strictement rien. Mais je pense qu'il s'inscrit quand même dans une tendance assez de long terme. Et ça, je pense que c'est important de le souligner parce que, précisément, il ne faudrait pas imaginer que si jamais Trump n'est pas réélu, le président suivant, Biden, pour ne pas le citer, va revenir, entre guillemets, à ce qui était la politique traditionnelle des États-Unis. À mon avis, ce n'est pas le cas du tout. Et ça, je pense qu'il y a quand même un changement de paradigme qu'il faudrait que alors les Européens, nous en particulier, fassions, c'est-à-dire cesser de considérer que les États-Unis sont forcément le parapluie militaire, entre autres, de l'Europe. Hein, et ça, on est sorti de ce cycle-là. Mais structurellement, on y est encore, parce que l'OTAN, qui a été créée à la fin de après la Deuxième Guerre mondiale et dans le cadre de la guerre froide, sa mission aujourd'hui, elle n'est plus du tout évidente. En tout cas, elle ne peut pas du tout être la même que celle qu'elle était en 1949. Ça, je crois que c'est un vrai problème. Cette désindexation, Jean-Lucas, on la sent chapitre après chapitre dans votre livre, parce que tout de même, il y a un phénomène qui est très curieux chez Donald Trump, c'est qu'il ne fait pas tellement de différence dans son comportement et dans son discours entre les dictatures et les démocraties. Quand il s'adresse à Kim Jong-un, par exemple, vous racontez des scènes qui sont presque drôles, j'allais dire, dans son incohérence de la manière dont il s'adresse à lui. Et finalement, lorsqu'il s'adresse à Macron ou à Merkel, il n'est pas plus sympathique ou agréable avec eux qu'avec Kim Jong-un. Non, d'ailleurs, c'est tout bénef pour les dictateurs en puissance. Mais c'est encore, les historiens ont toujours raison, donc j'écoute très attentivement ce que vous dites. On a raison parce qu'on arrive après la bataille, voilà. C'est facile d'avoir raison. Non, mais c'est vraiment intéressant. Enfin, je trouve ça très intéressant parce que, effectivement, depuis, on va dire, 2 décennies, oui c'est vrai, depuis Clinton, on voit bien que l'orientation américaine change parce qu'il y a eu un petit choc. Quand je pense à l'Union européenne, par exemple, les Américains, ils ont exporté, pas partout et pas toujours, pas systématiquement, mais cette idée de il faut pousser quand même les démocraties, c'est bon moralement et c'est bon pour le business aussi. Donc voilà, ils l'ont fait, puis un jour ils se sont aperçus que l'Union européenne, c'était un drôle de truc, parce que le PIB de l'Union européenne dépassait celui des États-Unis, et le niveau de vie des Européens dépassait celui de la moyenne des Américains. Donc là, c'est devenu un peu plus embêtant. Donc, d'où ce petit coup de gouvernail pour modifier les choses et regarder la puissance économique de l'Union européenne, un peu, pas comme un adversaire, pas comme un ennemi, ce que dit Donald Trump, mais disons comme un partenaire qu'il faut un petit peu surveiller, d'où les accords du GATT, etc. etc. Donc, on a commencé, d'où l'Organisation mondiale du commerce aussi, quand on s'est dit, voilà, il faudrait, en bonne intelligence, trouver le juste équilibre entre les puissances économiques qui sont de taille comparable, au fond. Et puis après, les choses... c'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas de doctrine. Mais quand je dis ça, c'est pour dire que Trump, c'est un symptôme. C'est pas forcément la cause, c'est plutôt la conséquence des 20 ou 25 ou 30 dernières ou des 232 dernières années. Et c'est pour ça que je me méfie aussi de cette antipathie naturelle que j'ai pour cet homme-là, cet individu-là. Parce que bon, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas... Si Trump est devenu le 45e président des États-Unis, c'est pas tombé comme ça, comme s'il avait gagné au loto. Encore que. Mais il y a des choses, des racines à ça, il y a des choses profondes. Ce que vous dites des Américains, c'est vrai, ils ne comprennent rien, par exemple, à l'Union européenne. Ça ne les intéresse pas. Ils trouvent que c'est compliqué. D'ailleurs, Trump dit «
ah, l'Europe c'est complexe. Oui, d'accord, enfin ça vaut le coup d'ouvrir un livre et puis de voir ce qui se passe. Après tout, ça fait partie de ses responsabilités essentielles. Et c'est vrai que j'ai lu un papier qui m'a beaucoup frappé dans le New York Times, c'était au printemps. Et donc c'était au début de l'épidémie du coronavirus. Et un correspondant du New York Times, dont j'ai oublié le nom, c'est là, pardonnez-moi, disait voilà, Trump il a compris quelque chose, il a compris qu'il y a des gens protégés, puis il y a des gens qui ne sont pas protégés. Lui fait évidemment partie des gens protégés, mais il s'est adressé aux gens non protégés aux États-Unis. Et ce journaliste disait, il y a un tiers des gens qui sont protégés aux États-Unis, ils sont connectés, ils ont fait de bonnes études, ils sont bien payés, ils ont un réseau familial, ils ont un réseau professionnel. Et pour eux, le coronavirus, c'est une nuisance. On ne peut pas aller jouer au tennis le soir, parce que les clubs de sport sont fermés, c'est compliqué pour aller au restaurant, recevoir ses amis. Mais au fond, c'est une nuisance, simplement, c'est pas grave. Et puis si vous êtes hôtesse de l'air, ou garçon de café, ou déménageur, ou pompiste, c'est-à-dire les 2/3 de cette belle Amérique, là, le coronavirus, c'est pas une nuisance, je veux dire, c'est une tragédie. Et je pense que Trump avait compris ça il y a 4 ans. Il avait compris, on peut dire, alors je vais arrêter de dire que c'est un démago et que c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est le résultat et qui est au pouvoir aux États-Unis. Et si Trump est battu, ben le Trumpisme ne sera pas mort. Je veux dire qu'évidemment, les causes de cet effet seront toujours là, peut-être même pire. Donc, et puis je crois que vous m'avez mal compris, moi je souhaite beaucoup de bonheur à l'Amérique, et je pense que l'Amérique est plus forte que ces soubresauts plus ou moins graves. Mais je pense qu'il y a une vraie crise morale, une vraie crise, une dépression démocratique, allez, on va appeler ça comme ça. Il y a une dépression démocratique quand les gens d'un grand pays, d'un beau pays comme l'Amérique se comprennent plus. Alors je ne sais pas combien de temps ça durera, je me souviens toujours de la guerre civile. On a reconstruit, on s'est remis... Voilà, quoi, c'est toujours complexe, les relations dans une démocratie. Mais je suis quand même optimiste pour cette belle Amérique, parce que je pense qu'on va revoir, ça va avoir peut-être des effets positifs, par exemple sur l'Europe. Entre Merkel et Macron, on sent bien qu'il y a un gros souci tout de même, et c'est pas seulement un souci économique, c'est un souci de sécurité, c'est un souci climatique, c'est un souci de tous ordres. Culturel. Donc je pense que ça va peut-être, cet épisode, cette saison Trump, va peut-être remettre en perspective différentes choses partout dans le monde. Partout dans le monde. Quand je pense au dossier iranien, le soir où Trump a été élu, je parlais avec mon chien, et je lui ai dit, il y aura une guerre en Iran. Et pourquoi il y aurait une guerre en Iran, me dit-il? Bah parce que, voilà, quoi, c'est pavlovien. Il y a un réflexe comme ça. Et puis en fait, il parle beaucoup et il agit peu. Heureusement. Mais un deuxième mandat, ça peut devenir très très compliqué, hein, parce qu'on n'a plus rien à perdre, et on peut vraiment enfoncer le clou pour l'histoire. Et je pense curieusement que cet homme qui est assez ignorant, c'est pas une méchanceté que je dis, je veux dire, tout son personnel le dit, voilà, il n'a jamais lu, il s'intéresse à rien, il faut que les mémos fassent 2 pages maximum, parce que sinon... il se fout un doigt dans la bouche, il lève les yeux au plafond, il s'ennuie. Donc, je pense qu'il y aura des conséquences plus graves, parce que cet homme-là pense à sa place dans l'histoire. Après, être pessimiste, bon, ça mène nulle part, hein, donc je vais arrêter là. Et puis, un tout petit mot, je suis très très méfiant sur les sondages aux États-Unis, parce que les sondages nationaux, ça ne veut pas dire grand-chose, et vous avez tous entendu parler des swing states, et c'est là que ça se passe, et c'est tellement vrai qu'il va falloir surveiller ça. Alors vous avez tous les deux, vous vouliez... Oui, excusez-moi, je voulais juste réagir effectivement par rapport à ce que vous avez dit, parce que je crois que c'est très important. Alors d'abord, peut-être pour souligner, moi aussi j'aime les États-Unis, d'ailleurs si je les aimais pas, je crois que ça aurait été vraiment une entreprise masochiste que de faire ce livre, donc bien sûr je les aime aussi. Mais je crois que ce que vous avez dit est très important par rapport au fait que, effectivement, si Trump perd l'élection, le Trumpisme n'aura pas disparu, bien entendu. En fait, je crois qu'il y a deux points essentiels, enfin, qui sont des terreaux en fait, de la popularité de Donald Trump. C'est un, le fait que
l'Amérique a joué un rôle très important dans la mise en place de la mondialisation économique après 1945, avec le système qui s'est mis en place à Bretton Woods, etc. Mais elle n'en a pas tant bénéficié que ça, ou plutôt elle en a eu les effets très négatifs à partir des années 80 et 90, quand le tissu industriel américain s'est vieilli et a été racheté progressivement par toute une série d'autres pays, Japon en tête. Et donc ça, c'est le premier point. Et évidemment, ça a entraîné toute une série de crises, dont la popularité de Trump est une des conséquences. Et puis deuxièmement, je crois que c'est très important aussi, c'est que l'Amérique est à un point de bascule démographique aujourd'hui. Pour dire les choses vraiment très rapidement, elle est en train de passer depuis une dizaine d'années, et encore pendant les 20-30 prochaines années, d'un pays blanc, protestant, d'origine largement européenne, à un pays latino-asiatique, pour faire très très court. Et donc, c'est une bascule démographique qui fait qu'il n'y aura plus de majorité blanche aux États-Unis dans 30-40 ans. Il n'y aura plus que des minorités. Et donc là, on voit bien que ça, c'est une évolution historique forte, que 35, 37, 40, 45% des États-Unis n'acceptent absolument pas, et donc ils ne veulent absolument pas. Et ça, c'est le noyau dur de l'électorat Trump, et donc ça, évidemment, ceux-là, ils vont rester. Alors là, vous posez vraiment une question majeure qui apparaît évidemment dans votre ouvrage, c'est que le melting pot, ça existe pour les Blancs, essentiellement, c'est-à-dire pour les migrants qui viennent de pays qui sont relativement cadenassés, c'est-à-dire un environnement européen, grosso modo, et que plus on est coloré, et moins on rentre dans le melting pot. Et dans l'histoire des États-Unis, lorsque vous parlez d'américanisation, après tout, lorsque les puritains arrivent au XVIIIe siècle, encore au XVIIIe siècle, il y a des gens qui sont là. Et les premières personnes qu'on pourrait imaginer devoir être américanisées, ce sont les Indiens. Et ça ne marche pas. Alors, ça ne marche pas, oui. C'est-à-dire qu'effectivement, l'américanisation, ça concerne largement les Blancs. Au sens où, effectivement, les Indiens qui sont là, Thomas Jefferson est très clair là-dessus. On pourrait les américaniser, ça veut dire les civiliser, hein, parce que américaniser, c'est bien assimiler au rêve américain, mais c'est civiliser aussi, puis c'est christianiser, bien entendu, tout ça, ça va ensemble. Donc on pourrait les américaniser, mais franchement ça prendrait du temps parce qu'ils ne sont pas très évolués, qu'il faudrait un long moment d'éducation. Donc finalement la solution c'est de les repousser le plus loin possible à l'ouest, ou encore plus pratique de les exterminer. Jefferson dit ça très clairement dès 1780-85. Bon, et en réalité, c'est bien les deux solutions qui vont être employées conjointement. On va à la fois les repousser et les éliminer. Et puis après, une fois que la majeure partie aura été éliminée, et ben le système des réserves qui est mis en place, et puis la dissémination de ce qui reste au sein de la population américaine, en brisant les familles, en séparant les enfants et les envoyant des centaines de kilomètres de leurs parents, pour réaliser pour les fondre dans le paysage social américain. Donc ça, alors c'est une entreprise qui n'a pas marché d'une certaine façon, puisqu'on a vu l'identité indienne revenir en force depuis les années 60, 70 et aujourd'hui. Donc il y a eu quand même, ils n'ont pas été totalement éliminés, premièrement, et puis deuxièmement, la deuxième population qui n'est pas concernée, à la limite, même encore moins par l'américanisation, c'est les esclaves, c'est les Noirs, c'est les Afro-Américains, où là, les tenants de la politique de l'américanisation considèrent tout simplement que les Noirs ne sont pas intégrants. Donc ils ne sont pas concernés par les campagnes d'américanisation. La solution qui est adoptée pour eux, c'est le système de la ségrégation, c'est-à-dire de les mettre à côté, soi-disant séparés mais égales, évidemment pas égales du tout. Et donc eux, ils sont complètement mis sur la touche. Et ça, je crois que c'est extrêmement important, parce que c'est quand même le talon d'Achille majeur de la démocratie américaine, c'est que c'est la démocratie la plus grande démocratie du monde quand elle est mise en place en 1787, mais une démocratie pas pour tout le monde. Et donc là, effectivement, cette dimension, disons, je vais jargonner un peu, mais je dirais ce paradigme exclusif, pour dire les choses comme ça, il n'a pas cessé d'être opératoire, y compris jusqu'à aujourd'hui, puisque la ségrégation, elle a beau avoir été abolie dans les années 50 et 60, on voit bien dans les faits, on l'a vu avec les émeutes de ce printemps, qu'elle est toujours opératoire. Oui. Black Lives Matter, après tout, c'est le résultat d'une politique qui, depuis 2 siècles, n'a pas réussi à intégrer les Africains américains. Oui, ça c'est une évidence, hein, personne ne va contester ça. Ce qui me navre beaucoup
beaucoup, c'est qu'il a fallu un temps infini pour arriver aux années 60, et que Johnson signe des actes qui permettaient enfin de mettre un terme à la ségrégation. Il n'a pas mis un terme au racisme, aux difficultés de relations interraciales. J'ai un souvenir, et donc on peut briser tout ça et faire machine arrière en quelque temps, alors que c'est un périple très dur, très pénible, très tragique, qui a émaillé toutes ces dernières décennies. Et je me souviens d'une histoire qui concernait Johnson, qui était un président, évidemment, à côté de Kennedy, on n'en fait pas tout un... Mais c'est quand même lui qui a fait le boulot en ce qui concerne cet aspect des choses aux États-Unis. Et Johnson avait invité Sarah Vaughan à la Maison-Blanche pour un grand gala. Et donc, il y a des invités prestigieux et tout. Sarah Vaughan chante merveilleusement comme Sarah Vaughan chantait. Et puis, c'est la fin de la soirée à la Maison-Blanche, et puis le président veut remercier cette grande chanteuse, cette grande star. Il veut la remercier pour sa prestation, puis il demande où elle est, on ne sait pas. Et donc, finalement, un des employés de la Maison-Blanche la trouve en train de pleurer dans les toilettes de l'aile ouest, je ne sais pas où. Et puis, il l'amène à Johnson, et il dit « Mais pourquoi vous pleurez? C'était une soirée formidable. » Elle dit « Vous ne pouvez pas savoir, vous m'avez invité à danser, parce qu'il l'a invité à danser à la fin de son spectacle. Et moi, il y a quelques années seulement, je ne pouvais pas dormir dans un hôtel à Washington. Il fallait que j'aille de l'autre côté de Keybridge et puis dormir dans un boui-boui ou dans le bus des musiciens en Virginie. Je n'avais pas le droit de dormir. Et vous comprenez que je pleure. Et donc, tout ce travail qui a été fait, qui était d'une intense difficulté, enfin, on ne se rend plus trop compte, on ne se souvient plus des années 60, les images, voici Martin Luther King flingué sur le balcon de son hôtel, etc., etc. Et puis ça a avancé quand même, contre vents et marées, les choses ont avancé, puis il y a eu Obama. Et donc on s'est dit, ouf, alors lui, il a fait attention de dire, je ne suis pas le président des Noirs, je suis le président des Américains, donc les choses ont finalement pas tellement avancé, mais quand même un peu, et on s'est dit, cette catastrophe du racisme, c'est quand même un peu derrière nous. Bon, c'est de nouveau devant nous, mais devant nous à fond, quoi. Enfin, ça va être compliqué, les années qui viennent vont être compliquées, et en plus, ça s'est exporté. C'est-à-dire qu'on n'a pas la même police, nous, en France, qu'à Houston, hein, ça n'a rien à voir. Eh ben, j'entends qu'il y a une violence systémique de la police française. Je ne suis pas là pour défendre la police française, ni aucun policier au monde d'ailleurs, mais ça me frappe beaucoup. C'est-à-dire que l'impact de la mort de George Floyd et le traitement qu'en est fait, ça a un impact immédiat maintenant chez nous, quoi. Il y a eu des manifs qui sont très impressionnantes et qui sont vraiment hors sujet, je veux dire hors sujet. Et donc, j'en reviens à la litanie anti-Trump. Je me dis, comment cet homme, son grand-père, j'ai retrouvé une photo dans le New York Times de 1919 ou 1920, on parlait d'intégration, où son grand-père était à la tête du Ku Klux Klan, un des membres du Ku Klux Klan à New York, et il y avait des ratonnades anti-noirs, anti-hispaniques déjà aussi. Et donc, je me dis, il y a un problème dans la famille. Enfin, je soupçonne Donald Trump d'être raciste. Comme vous y allez. Bon, j'ose. On va rester dans les années 15, justement 20, parce que malgré tout, moi je vais me faire l'avocat un petit peu des États-Unis. Ah, je m'en vais. Alors, en américanisant les migrants, ils se sont servis de quelque chose qui nous a été quand même extrêmement favorable aussi, c'est la culture. Et la culture américaine depuis les années 20, ça commence notamment de la part des grands studios américains pour donner un coup de main au gouvernement américain d'une certaine manière pour américaniser les migrants, c'est le western. Alors absolument, le cinéma est un instrument d'américanisation dont on soupçonne assez mal aujourd'hui, quand bien même on connaît sa puissance de feu, dont on soupçonne assez mal la dimension, le rôle qu'il a pu jouer dans l'intégration et dans l'américanisation tout court, c'est-à-dire celle des immigrants, mais celle du reste du monde aussi. Et il y a quelque chose qui me frappe beaucoup, moi, quand on regarde l'histoire d'Hollywood sur le long terme. Bon, évidemment, aujourd'hui, c'est le symbole, c'est un des symboles des États-Unis, Hollywood. Mais si vous regardez au début, quand les grands studios hollywoodiens se sont créés, qui c'est qui les a créés? Ils ont tous les directeurs de studios, les Meyer, les Warner, tous ces gens-là,
c'est tous des juifs d'Europe centrale et de l'Empire russe qui sont venus soit de la première, soit de la deuxième génération, donc ils sont arrivés aux États-Unis pour fuir les persécutions antisémites. D'ailleurs, ils sont aussi en butte à l'antisémitisme aux États-Unis, même s'il n'y a pas des pogroms aussi violents qu'il peut y avoir dans l'Empire russe à la fin du 19e siècle, mais quand même. Et donc, pour beaucoup d'Américains, ils sont considérés comme le symbole de l'un-américanisme. Ils ne sont pas américains, ces gens-là. Donc, et en plus, ils sont aussi la cible des ligues de moralité, parce que le cinéma, à ses débuts, est considéré par une bonne partie des Américains comme un spectacle immoral. Dans le cinéma, d'abord, c'est des salles obscures, c'est pas ce que font les gens dans les salles obscures. Et ensuite, les films, au départ, des films muets, c'est des affaires d'adultère, de violence, etc. Donc il y a cette dimension-là dans le cinéma des débuts. Et du coup, à la fois pour se décerner un brevet d'américanité, et puis aussi pour élargir leur public, les studios vont effectivement développer ce genre de western qui est en fait une espèce de manuel d'américanisation et un manuel d'histoire des États-Unis. Quand vous regardez les westerns de la grande époque, enfin, quand même, aujourd'hui, évidemment, ça paraît un petit peu, disons, exotique, mais le western, ça a été le genre cinématographique le plus populaire aux États-Unis et dans le monde entre, disons, 1910 et 1955. Hein. Donc je crois que c'est vraiment un aspect important. Et en fait, si vous regardez les westerns, les westerns classiques des années 30-40, vous avez toujours un portrait de Lincoln qui traîne au fond d'un saloon, vous avez un petit couplet sur la Constitution, sur la loi, évidemment, sur toute une série de choses comme ça, sur les principes de la démocratie américaine et sur l'histoire américaine. Et donc, au-delà de l'aspect film d'aventure, ce qu'il est évidemment et qui lui permet d'être un genre très populaire, hein, le western est un espèce, encore une fois, de manuel d'histoire pour des immigrants qui arrivent aux États-Unis, qui n'ont pas une seule notion de ce que c'est que l'histoire des États-Unis, qui ne vont pas retourner à l'école pour apprendre cette histoire parce qu'ils travaillent hein, quand ils arrivent adultes. Après, les enfants, par contre, on va leur apprendre l'histoire des États-Unis à l'école, mais les adultes, non. Or, ce western est un moyen effectivement assez pratique et court d'inculquer un certain nombre de principes. Et donc, quand on voit tous ces westerns de l'époque, on voit bien cette dimension, je dirais, à la fois évidemment de distraction, et puis éducative, au sens propre du terme. Et c'est là qu'on voit le fait que, disons, cette question d'américanisation, elle fonctionne exactement de la même manière pour les gens qui viennent aux États-Unis et pour les gens qui n'y viennent pas. D'ailleurs, pour moi, l'américanisation, c'est pas tant la diffusion mondiale d'une culture américaine, c'est plutôt un processus visant à faire venir les gens aux États-Unis, physiquement ou symboliquement, et à les faire participer à ce rêve américain. Et c'est vrai que ce western, on voit bien que c'est à la fois un instrument d'éducation des immigrants, mais c'est aussi, pour les gens qui regardent le western en dehors des États-Unis, un moyen de venir le temps d'une séance de cinéma et de participer à l'histoire de ce pays. Parce que ce que le western dit, au fond, pour moi, le western, j'appelle ça une épopée démocratique. Alors évidemment, c'est une épopée un petit peu, qui est moins... Le garçon vaché. Voilà, c'est une épopée, c'est pas une épopée de prince et de chevalier, c'est une épopée de garçon vaché. Donc, qui convoie des troupeaux, comme ça, d'un endroit à l'autre. Donc, mais c'est une épopée quand même dans laquelle n'importe qui, entre guillemets, peut se reconnaître avec cette conquête d'un pays immense, avec des paysages fabuleux, etc. Et puis l'aventure, évidemment, enfin pas au coin de la rue, mais disons le long de ces grands espaces. Et donc je pense que c'est un instrument extrêmement important dans la façon dont finalement le rêve américain a pu effectivement avoir cette ampleur mondiale. Parce que les États-Unis, leur grande force, c'est qu'ils ont raconté une histoire au monde, ils ont raconté leur histoire au monde, et ils l'ont raconté avec toute une série d'instruments de diffusion massive, et dont le cinéma est un des plus importants. Peut-être ajouter une chose, et je me tourne aussi vers Jean Lucas, c'est que non seulement on trouve des portraits de Lincoln au fond du saloon, mais surtout quand même le personnage principal du western, c'est un homme blanc, c'est un chrétien, éventuellement un bon père de famille ou un homme solitaire qui vient redresser les torts. On présente quand même, là, peu à peu, la supériorité de l'homme blanc chargé de représenter l'américain typique, tel que, en tout cas, les grands studios à l'époque et le gouvernement souhaitent le voir, rentrer dans le système et s'imposer dans le système. Absolument, le cowboy, c'est l'archétype de l'américain. On voit effectivement un homme viril, blanc, chrétien, qui a des valeurs morales, qui a le sens de la justice, qui travaille sa terre.
ça c'est fondamental aussi, vous n'avez pas de tueurs à gages dans le western américain classique. Les tueurs à gages, ils sont arrivés avec le western spaghetti, mais qui ne sont pas des westerns. Voilà. Donc, mais il n'y a pas de tueurs à gages, il y a que des... Enfin, en tout cas, quand il y en a, on sait très clairement qu'ils sont du côté du mal. Donc là, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc effectivement, c'est vraiment cet archétype-là qui a été présenté. Et là où on a aussi le lien avec aujourd'hui, c'est que Donald Trump, il essaye de personnifier ce type-là, et d'ailleurs il expliquait lui-même que quand il a commencé à travailler dans les entreprises de son père, pour aller démarcher des gens à domicile, il prenait l'habitude, quand il frappait aux portes, de se mettre de côté sur le mur pour pas qu'on tire à travers la porte, comme dans les westerns, évidemment. Donc, et donc ce côté, je réincarne le cowboy, est absolument, je pense, assez caractéristique justement de cette idée de réhabiliter l'américain type tel qu'il a été. C'est un cow-boy, Jean-Lucas? Oui, c'est pas l'idée que je me fais d'un cow-boy. De toute façon, il tuerait un cheval pour lui, il pèse trop lourd. Mais c'est quelque chose en plus dans la panoplie des choses qui me déplaise beaucoup chez lui. C'est cette espèce de mensonge permanent sur la virilité, sur être costaud, n'avoir peur de rien, d'être un womanizer, c'est-à-dire de toucher les dames un peu n'importe où quand il veut, parce qu'elles adorent ça. Enfin, tout ça, c'est pas dans l'idée que je me faisais enfant d'un cow-boy. Je pensais que c'est le défenseur de la veuve et de l'orphelin, pas l'agresseur et l'espèce de... Comment on dit, pas nymphomane pour un homme. J'ai oublié le mot. Mais voilà quoi. Il y a quelque chose qui me... Et je change un peu de sujet parce que je ne suis pas un spécialiste du western, puis j'en ai vu tellement bon après, vous avez bien fait de préciser, jusqu'aux années... fin des années 50, parce qu'après, justement, les westerns ont servi aussi à montrer ce qui était déréglé dans la société américaine, et notamment à l'égard de ces chers Indiens victimes d'une tragique injustice. Mais je m'aperçois au fil de la conversation que on peut gloser sans arrêt sur tel thème, telle action, telle attitude de Donald Trump. Mais je m'aperçois aussi, et avec tristesse, qu'on s'habitue à tout. Et ça, c'est notre époque, c'est pas seulement l'Amérique, c'est planétaire, on est informé, les réseaux sociaux, enfin tous ces clichés qu'on manie allègrement en ce moment. Mais on s'habitue à l'inhabituel, on n'est plus choqué par les gens, on se désensibilise. Et je regarde ce président depuis 4 ans, et j'essaie d'éviter de trop regarder, mais enfin je suis bien obligé. Et je m'aperçois que moi aussi, je m'habitue à un certain nombre de choses. Je ris de temps en temps quand il me conseille, ou quand il conseille à ses compatriotes, de boire un petit coup de Javel vite fait là pour tuer le virus, comme on tuait le ver chez nous en Normandie avec du calva. Je me dis, il est fou. Mais je me suis habitué, donc je souris. Je me dis pas, mais c'est dingue. Ou quand il dit toujours à propos du virus, parce que quand même c'est une gigantesque responsabilité d'être président quand vous avez un truc qui fait 4 fois plus de morts que la guerre du Vietnam, quand même. C'est pas pour rigoler. Et il dit, oh, on fait trop de tests. C'est pour ça que les cas augmentent, on fait trop de tests. Si on diminue les tests, il y aura moins de cas. Élémentaire, mon cher Watson. Et il y a un type qui dit, oui, alors on arrête les mammographies, il n'y aura plus de cancer du sein. On s'habitue, c'est-à-dire, vous voyez, on se marre. Mais c'est pas spécialement drôle quand il fait le bouffon avec Kim Jong-un en Corée du Nord et qui lui dit, vous avez des plages formidables, hein. Le tourisme, ça marcherait à mort, hein, comme en Floride, venez chez moi. On parle des histoires du monde, on parle d'un mec qui fabrique des bombinettes atomiques qui pourra envoyer à San Francisco ou même jusqu'à New York dans quelques années. Et donc on finit par sourire, enfin, on finit par être habitué. Et si vous avez, je ne sais pas si vous avez eu le courage de vous lever à 3h du mat pour regarder le débat la semaine dernière, ce que j'ai fait avec mon chien, qui était pas très joyeux, et on s'habitue, on se dit mais c'est quoi, c'est une bataille de chiffonniers, et même Joe Biden s'est habitué. Et c'est vrai, je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est pas lui qui va sauver l'Amérique, je pense pas. Ça peut être juste comme quand on met une digue s'il y a un tsunami, quoi. Mais c'est pas ça qui va modifier fondamentalement les choses. Mais j'ai l'impression aussi que les Américains, démocrates et républicains, se sont habitués. Enfin, les républicains encore plus. Comment ils se sont pas dit, attendez, il est indécent ce type, enfin... Comment les évangéliques aux États-Unis qui prient le bon Dieu tous les matins, 4 fois par jour, comment ils peuvent se dire un type qui a un comportement pareil dans sa
avec les femmes, comment peut-on fermer les yeux? Eh bien, on ferme les yeux, on finit par fermer les yeux. Et je vous dis, j'ai d'excellents amis qui sont de bons républicains, qui sont de bons américains, eh bien, eux aussi ferment les yeux au nom de cette peur identitaire, en fait, que vous évoquiez aussi. C'est-à-dire qu'ils ont la trouille. Qu'est-ce qui va se passer dans 20 ans, dans 30 ans dans ce pays? Ça ne sera pas une Amérique blanche, vous le disiez, et je pense que c'est assez constitutif du malaise et des peurs. On voit la peur, par exemple, toujours à propos des hommes noirs. Pourquoi est-ce qu'on, les flics américains blancs, tuent autant d'hommes noirs? C'est pas simplement parce qu'il y a plus de délinquants dans la population noire, c'est parce qu'ils en ont peur en tant que blancs. Et je sais que ça a l'air un peu fragile comme affirmation, mais j'ai pu la vérifier assez souvent aux États-Unis. Et que ce problème n'est pas réglé. Et que, au terme de ces 4 années trumpiennes, je me demande si ce problème ne sera jamais réglé. Je profite de votre présence et de votre vie professionnelle. Quelle est la grosse différence, en quelques mots, entre une autre époque que vous avez bien connue aux États-Unis, les années Reagan et Trump, entre deux personnages qui ont été des personnages qui ont été honnis par une partie de la gauche? Je ne vais pas dire du mal de Reagan, ça va peut-être vous sembler. Mais en tout cas, en termes de gouvernance et de caractère. Là, vous aviez, c'est comme si vous compariez un gentleman à un clochard rabiné, quoi. Reagan, on peut lui reprocher un tas de choses. Moi, politiquement, ce n'est pas trop ma tasse de thé, pas du tout à certains moments. Mais il y avait une manière de faire. On voyageait à l'époque, c'était avant le 11 septembre, donc on voyageait avec la Maison-Blanche beaucoup. Et donc on voyait le président souvent, c'était un type charmant, extrêmement bien élevé, extrêmement élégant. Je ne dis pas qu'il aurait eu le prix Nobel de physique, c'était pas un intellectuel, c'était pas tout ce qu'on veut, mais lui, il avait compris les institutions américaines. Je veux dire, il trichotait. Enfin, il y a des zones noires dans toutes les présidences américaines, il y a eu des zones noires. Ce qui s'est passé en Amérique centrale, il se trouve que quand on était correspondant à Washington à l'époque, on couvrait l'Amérique centrale. Donc on voyait ce qui se passait. Évidemment que la CIA avait ses mains partout, et ça a fait des dizaines de milliers de morts. L'Iran Gate, c'était pas un petit scandale. Mais Reagan, par exemple, a dit, oui, il a admis, quand il a été pris la main dans le pot de confiture, il a assumé, c'est-à-dire Oliver North, son fameux colonel Barbouze, s'est retrouvé devant un tribunal, ça lui a pas coûté cher d'ailleurs, et Reagan a dit oui, on a commis une erreur. Vous imaginez Trump dire oui, on a commis une erreur, j'aurais pas dû aller en Corée du Nord lécher les pieds du petit gros là, qui bouffe des hamburgers et qui joue au basket. Finalement, j'ai honte, enfin, je m'en excuse, mais j'ai adoré Reagan pour son comportement. Je veux dire, voilà, on peut être républicain, très conservateur, et avec un agenda politique, c'est là que les affaires commencent en fait, c'est là que la droite américaine durcit franchement le ton, mais en tout cas, il y a l'art et la manière de gouverner. Il est extrêmement populaire aujourd'hui, Reagan, n'est pas seulement auprès des républicains, c'est un homme qui est respecté, qui était respectable, il n'a pas... Enfin, quand vous voyez arriver Trump le 11 novembre à Paris pour le centenaire de l'armistice et son comportement, si vous êtes américain, vous ne pouvez pas être fier de votre président, quoi. Reagan, il a toujours été impeccable, y compris avec la reine d'Angleterre, pour un acteur de série B dans les westerns. Chapeau, il avait la classe et il portait très bien les costumes marrons. Essayez de mettre un costume marron à votre mari, vous allez voir, c'est pas terrible. Reagan, il avait vraiment cette espèce de classe innée, quoi, d'un petit gars qui est devenu président des États-Unis. Eh ben dis donc. J'ai pas parlé politique. Hein. Non, pas du tout. Vous avez parlé après, c'est autre chose. Costume et mode. Mais sur la question, effectivement, les années Reagan, au fond, je posais cette question à Jean Lucas parce qu'il avait bien connu ces années-là, mais aussi par le fait que, évidemment, la tentative d'américanisation du monde, c'est-à-dire le sentiment pour les États-Unis depuis le début que finalement leurs frontières ne sont pas des frontières très naturelles et que leur projet peut se développer au-delà de leurs frontières, et notamment en termes de démocratie, et quelque chose qui va se faire aussi du point de mille manières différentes, en particulier par la culture, mais aussi par la diplomatie, voire par la guerre, et qui va durer à peu près jusqu'à 1989,
et la chute du mur de Berlin. Donc dans les années Reagan, évidemment avec l'Union soviétique, on est encore dans ces années-là. Ludovic Tournès, est-ce que ce projet de démocratisation du monde, que j'utilise avec de gros guillemets, et vous allez nous expliquer sans doute pourquoi, réussit ou échoue la plupart du temps dans les années 1920 à 1989? Alors ça c'est un très gros sujet parce qu'au fond, ce qu'on peut appeler le messianisme démocratique des États-Unis, c'est vraiment un phénomène qui arrive à maturité au début du XXe siècle et qui se délite à partir du lendemain de la guerre froide. Et entre-temps, on a toute une série d'opérations extérieures et je pense que là, il faut les comprendre, ces opérations extérieures, à la fois comme des opérations de diplomatie, y compris de diplomatie militaire, mais aussi comme des opérations qui permettent aux États-Unis de se rassurer sur ce qu'est leur profonde nature et leur identité nationale, qui est celle d'un pays fondamentalement démocratique, dont le rôle est de sauver la planète. Et ça, je crois que c'est vraiment... Il y a toujours cette dimension intérieure et extérieure. Alors après, quand on fait le bilan des différentes opérations non pas de diffusion de la démocratie américaine, mais de diffusion à l'américaine de la démocratie, c'est-à-dire par des opérations militaires souvent musclées et dont la plupart du temps qui se terminent par des échecs. C'est vrai que, bon, moi je vois, la plupart du temps ça ne marche pas. Il y en a deux, je pense qu'il faut sauver du lot. Parce qu'il faut quand même rendre aux États-Unis ce qui leur appartient d'une certaine façon, c'est l'Allemagne et le Japon d'après 1945. Là, on a des vraies opérations de stabilisation politique, dans lesquelles d'ailleurs les États-Unis ne sont pas les seuls acteurs impliqués, hein, mais tout de même, on a deux pays totalitaires, principaux responsables de la Deuxième Guerre mondiale, qui se stabilisent politiquement après 1945, et dans cette stabilisation, le rôle des États-Unis, il est important, ça c'est évident. Mais c'est vrai que si on regarde toute une série d'autres opérations, que ce soit les Philippines au début du XXe siècle, ou évidemment aujourd'hui l'Irak, ces opérations se traduisent le plus souvent par soit un renforcement des dictatures, ce qui d'ailleurs correspond souvent à l'agenda états-unien, en particulier pendant la guerre froide. L'objectif de démocratisation, il est aussi subordonné à des objectifs géopolitiques qui sont le containment de l'Union soviétique. Donc voilà. Il y a cet aspect-là, et c'est vrai que plus récemment, alors moi ce dont j'ai l'impression, enfin, en tout cas quand je regarde la chronologie de ces différentes opérations, c'est que cette indexation précisément du destin états-unien et du monde comme étant le même destin, il s'est exprimé par des politiques visant à exporter à l'américaine la démocratie, mais cette mission-là, que les États-Unis dont ils se pensaient les dépositaires, elle a progressivement disparu dans les années 90, et la dimension de démocratisation est complètement passée à la trappe. Ça se voit dans l'Afghanistan, ça se voit encore plus en Irak. Jean-Michel, c'est fou comme ça va vite quand même, parce que le Parti républicain, depuis les années Reagan, puis les années Bush, père et fils, s'était fait à l'idée, notamment avec les néoconservateurs, de poursuivre ces tentatives, cette tentation de la démocratisation, entre guillemets encore une fois, du monde. Trump, c'est pas son problème, ça. Non, mais il n'a pas inventé la poudre, hein. Je veux dire que ça, sans arrêt aux États-Unis, on a oscillé entre isolationnisme et puis interventionnisme. Voilà. On appelle ça... nous, on s'était habitués à une doctrine, pour le coup, qui s'appelle le multilatéralisme. Et ça, il nous a semblé que ça avait bénéficié à tout le monde, c'est-à-dire à tous les continents. Et que la mondialisation ou la globalisation, comme on veut, on ne va pas remettre le dentifrice dans le tube, ça a des inconvénients majeurs, on le voit particulièrement en ce moment, en cas de crise on le voit, mais ça a aussi des avantages formidables pour des pays qui sont en voie de développement et qui en ont profité. Donc, voilà, on s'est, nous, habitués à cette idée que le multilatéralisme, quand même, en termes de sécurité collective, par exemple, c'est plutôt bien. Discuter, c'est pas si mal que ça, finalement. Il y a des conflits un peu partout, et ça, c'est pas la faute de Trump. Je veux dire que ce monde apolaire, depuis la chute du mur de Berlin, c'est pas lui qui l'a inventé, et c'est vrai que les puissances ne jouent plus... voilà, c'est beaucoup plus compliqué. Bon, en gros, je parle comme Trump, entendu, c'est compliqué. Mais c'est vrai, enfin... mais bien au fond. Oui, au fond, oui. Et au fait, le marron, ça vous va très bien. Je me suis dit, j'ai fait une bêtise. Non, c'est vrai que ça lui va très bien, mais c'est parce qu'il est blond, tout ça. Et puis,
les beaux garçons. Bon, allez, voilà. C'est pas marrant, mais je suis pas blond, mais Ouais, c'est pas grave. Je suis pardonné. Je sais plus où j'en étais, mais c'est pas grave, oui. Ça fait tout de même, on parlait de l'OTAN. C'est voilà une expérience. On est obligé de. On va oublier le contexte de l'après-guerre et puis de la guerre froide, mais en tout cas, c'est théoriquement assez formidable que une sécurité collective et mutuelle soit assurée. Et c'est un concept qu'il n'a pas l'air de comprendre, Donald Trump. Il n'a pas l'air de comprendre qu'on ne peut plus se refermer dans ses frontières. Je veux dire, sur le plan commercial, ça serait épouvantable pour les États-Unis, cette espèce d'isolationnisme. Je pense que beaucoup d'Américains commencent à comprendre ça. Ils ne sont pas plus bêtes que nous, les Américains. Donc, si vous êtes agriculteur, vous faites du soja dans l'Iowa, vous vous dites qu'il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps, la guerre avec la Chine, il faut trouver un accord. Enfin, tout le monde a compris ça et a admis ça, sauf le locataire de la Maison-Blanche. Et c'est extrêmement, enfin pour moi, pour vous, pour tout le monde, c'est extrêmement préoccupant. Il faut qu'on sorte de cette espèce d'impasse qui fait que l'isolationnisme n'a apporté que des catastrophes. Ça a apporté 2 guerres mondiales, c'est quand même exceptionnel, donc on devrait un peu s'en souvenir. Et puis on voit les bénéfices de la discussion, on voit les bénéfices du dialogue, du compromis. C'est vrai que la Chine, à partir des années 90, a profité beaucoup plus que le reste du monde de cette espèce d'esprit de business, de dialogue, de mondialisation. Et puis à un moment, c'est vrai, il faut discuter avec eux. Attention, ça va un peu trop loin, vos histoires. On ne peut pas vivre comme ça. Il faut se mettre autour d'une table et discuter. Les compromis, c'est toujours compliqué. Puis surtout avec la Chine. Mais on ne peut pas déclarer une guerre commerciale sans qu'il y ait des dommages collatéraux insensés pour tout le monde, et pas seulement pour les États-Unis. J'aime beaucoup les États-Unis, mais je veux pouvoir vivre tranquille aussi dans ma Normandie, quoi. Je veux pouvoir vivre normalement. On pense à la politique de Trump au Proche-Orient. Les Américains, ils s'en foutent un peu, ils sont complètement indépendants énergétiquement, depuis qu'ils sont en train de détruire le Dakota du Nord, le Dakota du Sud avec leur gaz de schiste. Je suis écolo un peu, pas politiquement, mais je suis écolo. Et donc, ce qui se passe au Proche-Orient, on a toujours manié ça avec une infinie précaution, l'Orient compliqué, tout ça. Il y a des cerveaux brillantissimes qui ont essayé d'arranger un certain nombre de choses dans cette région. Et puis là, comme on s'en fiche maintenant, puisqu'on n'a pas besoin du pétrole du Proche-Orient, on peut faire à peu près n'importe quoi, en oubliant l'histoire des peuples, en oubliant à peu près tout ce qui a fait l'histoire de cette région depuis plus de 100 ans. Et qui va payer la note, à votre avis? Qui va payer la facture, pour le coup? C'est pas l'Amérique, c'est pas les Américains, ils continuent à avoir des grosses bagnoles qui bouffent 20 litres au 100 et le litre vaut, je sais plus, 20 centimes, quoi. Enfin, non, peut-être pas, un peu plus maintenant. Mais voilà, c'est tout ça qui me préoccupe et qui, je me sens autorisé, comme vous, comme n'importe quel citoyen du monde, à dire ça m'intéresse et ça me concerne. Les élections américaines, ça me concerne. La politique américaine, ça me concerne. Si je suis né en Iran, au Zimbabwe, en Inde, en Chine, à Paris, je suis partie prenante. Donc je respecte beaucoup le processus électoral, etc. On ne m'a pas invité à voter. Je ne comprends pas, on ne m'a pas invité à voter aux États-Unis. Mais j'ai un peu digressé là, mais c'est parce que je suis toujours en colère. C'est normal, à cette heure-là, je suis en colère dès qu'on parle. Et à cette heure-là, c'est l'heure de donner la parole à vous.